J'ai perdu 200 000 euros, à peu près, 191 000 euros pour être précis, en perte nette, c'est-à-dire financière d'argent que j'aurais dû avoir dans ma main. Je sais que tu accompagnes pas mal de footballeurs africains. Jérémy Boga, international yes. ivoirien, champion d'Afrique 2023 avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Juventus, big qui up évolue, Jérémy. Qui évolue aujourd'hui à la Juventus de Turin. 60% des sportifs finissent ruinés dans les 5 ans après leur carrière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour ceux qui ont gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ouais. 1 sur 2. 1 sur 2, ouais. Mais pour tout le reste, là. Ouais, ça, c'est vrai. Eh bien, en fait, ils galèrent. Ouais. Je l'ai acheté à 120 000 euros. Je l'ai revendu 56 000 euros en 2024 ou 2025. Bah, ça a été une belle erreur parce que j'ai acheté le bien 2 fois plus cher que sa valeur réelle. À l'époque où je suis au PSG, je connais l'ère qatari, pu côtoyer, Zlatan, Ibrahimovic, Blaise Matuidi, Mamadou Sakho. Voilà. À l'époque, je suis aux alentours de 4 500, 5 000 euros. On va dire coût d'opportunité et en temps. Quand j'ai évalué les données de marché à l'époque où j'ai raté mon premier investissement, eh bien, en fait, il faut évaluer la perte à plus d'1 million d'euros. Ouais. Yohan Molo, j'ai regardé son cas, honnêtement, il aurait fallu être très très bon pour discerner l'arnaque. Parce qu'on l'a amené dans des locaux avec, en fait, tout était fait, tout a été déguisé pour lui faire croire qu'il était vraiment dans une banque privée, quoi. Et comment on fait pour passer de 4 500 euros, double champion de France, à 1 800 euros, des conditions de vie dégradées. Et sans oublier que ce contrat, il est sur 2 ans. C'est les 2 pires années de ma vie. Mandanda, qui a témoigné de ça, se reconvertir et repartir à zéro dans un autre domaine, c'est très difficile psychologiquement. J'ai payé une leçon à 80 000 euros. J'ai pu quand même revendre, mais ça m'a quand même coûté 12 ans de ma vie pour que je le revende. Donc, éducation financière primordiale. Avant même de sortir l'argent, forme-toi. Forme-toi. Super important. Salut à tous. Aujourd'hui, Passion Foot Invest reçoit un invité spécial, un ancien sportif de haut niveau, champion de France en 2013. Vous allez découvrir dans quel domaine. Aujourd'hui, agent de joueur, agent FIFA licencié. Aujourd'hui, je reçois Rudy Nivore. On va parler de tout ce qui tourne autour des finances concernant les footballeurs. On va parler surtout un tout petit peu de l'histoire de Rudy. Rudy qui a été victime d'une grosse arnaque durant sa carrière, qui a, on va dire, presque plombé sa carrière. Aujourd'hui, Rudy en est ressorti plus fort. Après ces moments difficiles, Rudy est venu à l'idée de partager son expérience, et à travers cette expérience également, Rudy a écrit un livre qui parle justement de ce qu'il a vécu, comment éviter ces genres d'arnaques. Et aujourd'hui, on va d'abord commencer par laisser la parole à notre invité se présenter. Hervé, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, comme il l'a dit, je suis Rudy Nivore. Alors, la discipline, c'est le handball. Voilà. Et voilà, ce qui nous a connectés aujourd'hui, c'est que dans le handball, il y a des clubs qu'on appelle omnisports, dans lesquels des investisseurs privés achètent plusieurs disciplines, on va dire. Et j'ai joué au PSG. Voilà, PSG handball. À l'AS Monaco aussi, pour ne citer que ceux-là, en termes de club omnisport avec le football, le basket, parfois d'autres disciplines. Et j'ai aussi joué en 2e division avec le club de Chartres. On a joué la montée à l'époque. Depuis, ils sont restés en 1re division. Ouais. Et voilà, donc 17 ans de sport de haut niveau. Voilà, sur les listes ministérielles aussi, inscrites par le ministre des Sports. D'accord. En tant que sportif de haut niveau, en tant que sportif espoir aussi, donc en cumul 5 ans, on va dire, avec ces statuts-là. Ouais. Et comme tu l'as bien dit, j'ai vécu en fait deux abus de conseil qui m'ont coûté effectivement pas mal d'argent, mais qui ont surtout contribué à me désorienter dans ma carrière. Et j'ai eu des opportunités de signer dans des clubs de 1re division, sauf que je ne l'ai pas fait justement parce que j'étais dégoûté de ces 2 erreurs-là que j'avais subies par un conseiller en gestion de patrimoine et par un agent sportif. Donc, comme tu l'as bien dit, aujourd'hui, il y a eu un parcours qui fait qu'on se retrouve maintenant, mais voilà, c'est un peu ça mon histoire. Alors, il faut surtout noter que tu fais partie un tout petit peu du PSG, de les Qataris.
Oui. un tout petit peu. Ouais. Et mais juste après cette époque quand les Qataris arrivent, tu pars du PSG. Alors il faut noter qu'à cette période-là, tu avais un salaire plutôt confortable. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà dans l'étape suivante? Parce que dans ton parcours et dans nos échanges précédents, dans le livre, j'ai lu également que après ce parcours, tu t'es carrément retrouvé en train de gagner beaucoup moins que ce que tu gagnais au Paris Saint-Germain, tout simplement parce que tu as été mal conseillé. Comment ça se fait? Exactement. Alors, comment ça se passe? Moi, je sors des Antilles, voilà. Et bon, pour avoir maintenant beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je sais qu'on a à peu près tous, voilà, le même raisonnement. C'est très familial, c'est très artisanal, et peu sont les familles qui transmettent, qui éduquent leurs enfants sur l'aspect d'intelligence financière, intelligence juridique, savoir comment parler à un avocat, comment parler à un agent, etc. Donc, oui, effectivement, à l'époque où je suis au PSG, je connais l'ère qatari, donc les échanges avec les footballeurs, on peut voir, j'ai pu côtoyer, bon, voilà, de près ou de loin, Zlatan, Ibrahimovic, Matuidi, Blaise Matuidi, Mamadou Sakho, voilà, pour citer quelques noms. Et qu'est-ce qui se passe? À l'époque, je suis aux alentours de 4500, 5000 euros, on va dire, pour un jeune, en plus, qui a un poste. Par mois. Par mois, exactement. Donc ça comprend le salaire, les primes, les avantages en nature aussi, donc voilà, j'en parle dans le livre, mais le financement des études, le transport, la nourriture, voilà, tout, vraiment, un billet aussi, 2 billets aller-retour Paris Fort-de-France, sans oublier les primes. Sans oublier les primes. Donc les primes fréquentes et exceptionnelles. Donc ça faisait quand même un salaire assez intéressant, surtout pour le handball à l'époque et pour un jeune pivot. Donc le poste l'un des moins valorisés en fait du milieu du handball. Donc oui, effectivement, 4500 euros, 5000 euros de valeur nette mensuelle, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent à l'époque. Et il se trouve que je suis effectivement double champion de France à la fin de mon contrat avec le PSG, et ça fait trop d'arguments en fait pour un agent sportif pour me permettre au moins de signer au même seuil. Voire plus. Voire plus. Mais je dis le minimum, ça aurait été de dire, écoutez, il sort d'un des meilleurs centres de formation de France. C'était l'un des jeunes espoirs. Il a contribué à la remontée du club quand il est descendu en deuxième division, où il a joué quand même 50 minutes par match. Donc 90% du temps. C'était l'un des 2 jeunes qui était tout le temps sélectionné avec l'équipe des stars, l'équipe des stars du PSG. Bon, si vous le voulez, ben voilà, partez au moins sur le salaire minimum qu'il a. Deuxièmement, et ça je l'ai appris après, en arrivant dans le club, la masse salariale du club était entre 5 et 10 000 euros. Le club avait les moyens de payer les joueurs entre 5 et 10 000 euros par mois. Et là, je me dis, mais comment l'agent a pu faire une telle erreur? Et donc, c'est là que je me retrouve à signer un contrat à 1800 euros par mois. Ah ouais. Donc, c'est le choc, sachant que j'ai 25 ans, une carrière sportive, c'est très court, on n'a pas le temps de forcément rebondir. Donc, en fait, il n'y a pas le temps de diminuer le salaire de x2. Mon agent savait aussi que j'allais me marier, que j'étais en train de construire ma famille. Et donc, au-delà de ça, 1800 euros de salaire net. Dans un appartement, si je dis 35 mètres carrés, c'est pas le plus grand, ça. Ah non, mais si je dis 35 mètres carrés, c'est beaucoup. Je pense que c'était beaucoup moins que ça. Donc j'aime souvent à le dire, c'est hyper gênant, quoi. C'est hyper gênant. Mais tu penses à ce moment-là que c'est l'agent qui négocie mal le contrat, ou alors parce que les arguments pour avoir mieux que ça, tu les avais à ce moment-là. Maintenant que je suis agent, je comprends. Mais je ne comprends pas, justement, je comprends ce que tu dis. On a les arguments. Et c'est vrai, je le sais, parce que j'ai passé la licence maintenant. Et j'accompagne certains joueurs avec qui, justement, j'arrive à avoir certaines choses. Mais je ne sais pas, je préfère ne pas juger, mais je ne sais pas pourquoi, à cette époque-là, l'agent a fait, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, de sa part, mais aussi de la mienne. Parce que si j'avais l'intelligence juridique, j'en parle dans le livre, si j'avais l'intelligence juridique, j'aurais pu orienter l'agent et lui dire, écoute, moi je veux un club, on part sur telle base. Sauf que comme je le disais au préalable, en avant-propos, je n'avais pas, on va dire, le tempérament, et je n'étais pas bâti intellectuellement pour aller chercher ce que je voulais. Et donc je n'ai pas été éduqué dans ça. Donc je suis arrivé, j'ai fait confiance à cet agent parce que tu l'as laissé faire en fait.
Je l'ai laissé faire parce que beaucoup de joueurs qui étaient même en équipe de France à l'époque passaient par lui. Okay. Sauf que j'ai compris qu'un agent peut être bon pour, par exemple, un gardien de but et pas forcément bon pour un pivot. Exactement. Tu vois? Ouais. Donc, bon, ça, je l'ai compris avec le recul, mais je préfère ne pas dire, voilà, qu'il y a eu des magouilles ou des choses, une négociation. Quoique, voilà, en connaissant le milieu du sport, je sais que ça se fait. Il y en a qui prennent des pots de vin à côté. Je préfère ne pas dire ça parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avoue que je me dis comment il a fait, quoi. Parce que c'est quand même absurde. Même toi, tu le relèves. Comment on fait pour passer de 4 500 €, double champion de France, à 1 800 €, des conditions de vie dégradées, et puis dans un club de deuxième division qui a l'argent, quoi. Sans oublier que ce contrat, il est sur 2 ans. 2 ans, mais c'est les 2 pires années de ma vie. Les 2 pires années de ma vie. Et moi, je dis à ce moment-là, je veux arrêter le handball. À quoi bon? Ouais. À quoi bon? Tu ne vois pas d'issue de... À 25 ans, quand on est... 25 ans, en pleine force de l'âge. C'est l'âge, ouais, c'est ça. Tu redescends à 1 800 €, tu repars sur 2 ans, ta valeur, elle diminue, la deuxième division a moins de visibilité. Tout à fait. Comment tu fais pour rebondir? Moi, ça m'a dégoûté, hein, clairement. C'était chaque jour. Je devais aller 2 fois par jour à l'entraînement, parfois 3 fois. En fait, avec la boule au ventre. Parce que j'étais dégoûté, je me sentais exploité, je me sentais un peu comme l'esclave du club, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'autre côté, il fallait être performant parce que le club, ils attendaient des performances, ils attendent des résultats. Ils sont pas là, regardez, si tu touches 1008 ou 5000, ils t'ont signé, t'as signé, donc beaucoup de mes coéquipiers ne m'ont pas compris, ils n'ont pas compris le mal-être que j'avais. Jusqu'à ce que je commence à en parler à la fin de ma carrière. Mais ils ne se sont pas rendus compte que pendant ces 2 ans-là, toutes mes perspectives de vie se sont écroulées. Et pourtant, je devais quand même venir à l'entraînement éprouver. Éprouver, tout à fait, oui. Parce tu vois? Tu étais sur contrat, tu dois être professionnel. Tu dois être professionnel, donc c'est hyper dissonant, c'est des luttes internes. Tu es là, mais finalement, tu te sens exploité. Tu dois jouer, mais tu n'as pas envie de te bousiller physiquement pour des gens qui t'ont dérespecté. Tout à fait. Pour la petite anecdote, le président du club, et pour te montrer comment le milieu est malveillant, un jour, je lui ai dit, mais Philippe, bon, voilà, il se reconnaîtra, mais un jour, je lui ai dit, Philippe, franchement, c'est pas top ce que vous avez fait. Voilà, je voulais plus. Ou alors je méritais plus. Je méritais plus. Et il m'a dit, écoute, c'est le jeu, tu as mal négocié. Avec un petit sourire en coin. Voilà. Mais à ce moment-là, c'est pas toi qui négocie, c'est l'agent qui négocie. C'est l'agent, mais regarde, je vais te dire encore une chose. Il se trouve que quand je signe, 1 an après, il y a un autre pivot sur le même poste que moi. D'accord. Qui va signer. Et je me renseigne sur les conditions de signature, la condition du joueur à ce moment-là. Il se trouve qu'il est, écoute bien, sans agent, dans un club de deuxième division, bas de tableau, en faillite. D'accord. Et comme il a des potes qui sont proches du président, un gars un peu cool, un peu baba cool, voilà, qui s'intègre bien dans les milieux, dans les vestiaires, etc. Parfois, ça paye plus finalement d'avoir l'intelligence sociale, donc des bons amis, et puis de bien s'intégrer pour finalement avoir un meilleur contrat. Je me renseigne. Il se trouve que il négocie sans agent. Il faut bien se rendre compte, les situations sont diamétralement opposées. Opposées, tout à fait. Moi, je suis dans le premier club de première division, double champion de France. Parmi les meilleurs jeunes sélectionnés tout le temps avec les pros, les stars qu'ils avaient alignés, le QSI, le fonds d'investissement du Qatar. Et 1 800 €, 35 mètres carrés, voilà quoi. Enfin, la grosse déception. Ce joueur, quand il signe, il parle directement avec le président du club et il signe à 3 500 €, plus un appartement, je m'étais renseigné, entre 60 et 75 mètres carrés. Plutôt correct comme négociation. Plutôt correct pour quelqu'un qui est passé, qui n'a pas eu d'agent. Qui n'a pas eu d'agent, Et là, je me dis, non, effectivement, il y a eu une faute de la part de mon agent. Tout à fait. Ah ouais, clairement. Mais aussi je peux pas mettre la faute à 100% sur lui, quoi. Mais à ce moment-là, tu fais confiance à l'agent parce que je fais confiance. C'est lui qui est censé faire, il est censé te ramener le meilleur. Normalement. Voilà. Alors, tu passes 2 ans dans ce club et la suite, qu'est-ce qu'il en est après ces 2 ans?
Écoute, 2 ans pendant lesquels, heureusement, hein, ma femme m'a initié à la salsa, à la danse afro-cubaine. D'accord. Et c'était un peu un exutoire, donc voilà, j'avais des moments avec elle. On a super bien vécu les premières années de notre mariage, donc ça nous a vraiment, ça m'a vraiment en tout cas aidé à tenir. Ouais. Ok. Euh, Après les 2 ans, écoute, je n'ai pas envie forcément de signer un contrat professionnel. Cependant, je ne suis pas encore assez bâti pour affronter le monde du privé, de la vie active en fait. Je n'avais pas de diplôme. Je ne savais pas quoi faire. J'ai vu d'ailleurs récemment le témoignage de Mandanda qui a témoigné de ça. Ouais. Comment les gens ne se rendent pas compte, mais quand on est bon dans quelque chose, à savoir le sport de haut niveau, on est au top niveau de notre art, de notre discipline. Se reconvertir et repartir à zéro dans un autre domaine, c'est très difficile psychologiquement. Bah ouais, les gens ne se rendent pas compte. Et effectivement, c'est une forme de dépression en fait. Il faut savoir comment transiter là-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je n'ai pas de diplôme et je ne suis pas assez bâti pour affronter la vie active, je suis obligé de continuer l'handball malgré moi. Donc, je signe dans un club de National 1, 3e division, et ça me permet de reprendre mon cursus universitaire. Donc là, je rentre en école de commerce. Ok. Donc, il se trouve que 4 ans après, parce que ça a été long hein, de mener à bien le sport, la vie de famille, j'avais voilà mon premier enfant à l'époque, et les études, ça a été très long. Donc, j'ai étalé et j'ai validé les unités de compétences petit à petit. Donc, sur 4 ans, j'ai pu avoir mon diplôme d'école de commerce en Master 2. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis rendu compte que le handball, c'était bien pour vivre de sa passion, connaître l'excellence d'une discipline, mais ça n'allait pas me permettre d'atteindre mes ambitions, on va dire, professionnelles, financières, entrepreneuriales, parce que tôt ou tard, ça plafonne. Tôt ou tard, ça plafonne dans le handball. En fait, on ne peut pas, comme les footeux, où là, c'est vraiment des vraies entreprises, on peut considérer qu'ils sont déjà entrepreneurs. Ouais. Mais le handball, bon, on n'a qu'à regarder les meilleurs salaires aujourd'hui, et puis la reconversion de ceux qui sont au top niveau de la discipline, je parle du top 1%, c'est compliqué. Ils sont obligés de retravailler après, ils sont obligés de mener beaucoup d'actions parce qu'ils ne sont pas en fait... en fait, on ne peut pas être rentier avec le handball. Voilà. D'accord. Même les plus connus, Même les plus connus. Je sais parce que je connais les coulisses. Ouais. Je suis en contact avec certains qui étaient en équipe de France. D'un point de vue patrimonial, en fait, on n'est pas riche. On ne peut pas devenir riche avec le handball. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et je me rappelle bien, à ton époque, les grosses figures comme les Lucas Ballot, c'était des costauds. Hein. C'était des costauds, mais à l'époque, si je ne me trompe pas, ils gagnaient entre 10-15 000 euros. Ensuite, ils ont pu, avec l'inflation, voilà, la croissance de l'économie du sport, ils ont pu avoir de nouveaux sponsors, des choses comme ça. Ouais. Et ça tournait autour de 30-40 000 euros. Voilà, donc ils ont eu quand même des beaux salaires. Ouais. Mais quand on calcule sur l'espérance de vie qu'il reste, c'est pas suffisant pour qu'ils puissent se dire bon ben voilà, plus besoin de travailler quoi. Ah ouais, ça c'est autre chose ça c'est autre chose parce que voilà, je pense que même ceux qui continuent de gagner les salaires les plus faramineux ont toujours quelque chose en vue comme projet hein. Ça c'est clair. Alors il faut surtout noter que durant ta jeune carrière, tu as pensé très tôt également à investir. Oui. Et ça s'est pas forcément super bien passé. Ça s'est pas forcément bien passé. Alors, petit aparté quand même. Ouais. Quand tu m'as demandé qu'est-ce qui s'est passé après les 2 ans, dans ce club, quand j'ai signé à Nanterre en National 1, j'ai eu l'opportunité de retourner en première division. D'accord. Un club m'a contacté, un club du Sud m'avait contacté pour remplacer un pivot qui s'était fait les croisés. Ok? D'accord. Donc, ça a été un choix de ma part de dire non. Je ne veux pas y retourner. Je vais privilégier mes études, ma business school, et parce que moi, ce que je veux, c'est finalement, j'avais en moi, si tu veux, bon, pour bien comprendre comment j'ai fait du handball. Je n'étais pas forcément passionné de ce sport. Je ne le connaissais même pas avant le collège. Ouais. J'ai commencé le sport très tard, à 13 ans, contrairement à ceux qui culminent dans les plus hauts niveaux. Ils commencent à 3 ans généralement, et c'est souvent parce qu'ils ont vu, ils ont été influencés par l'environnement, leurs parents étaient déjà handballeurs, etc. Ouais. Et moi, je ne connaissais même pas le sport, et j'ai commencé à 13 ans. Ça, c'est tard quand même. Ouais. Et donc,
qu'est-ce que j'aimais dans cette activité? C'était le fait de se surpasser, le fait d'aller, on va dire, affronter les plus grands, le fait de donner libre cours à mon ambition, justement, de conquête, d'avoir envie d'exploiter un potentiel illimité, tu vois. Et donc, quand j'ai vu que ça allait plafonner, que le handball, quand t'as fait le PSG, quand tu retournes dans un club de deuxième division, qu'importe les ambitions, ce sont quand même des clubs qui sont majoritairement subventionnés par des fonds publics. Bon, c'est pas très, on peut pas parler de libéralisme économique dans le handball, quoi. Ça reste quand même très plafonné et subventionné. Donc, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir, satisfaire ce besoin d'aller toucher les hauteurs. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai refusé la proposition d'aller jouer en première division pour privilégier l'aspect entrepreneurial. Okay. Ah d'accord. Voilà, donc la suite qui revient à ton premier investissement et autres. Voilà, exactement. D'accord. D'où le fait. Alors le premier investissement, je vais dire que c'était plutôt une intuition. C'était pas forcément quelque chose de conscient pour bâtir un empire immobilier. Il faut savoir que mes parents n'ont pas voulu me laisser partir de Martinique pour aller faire pas tout de suite, parce qu'ils avaient entendu justement parler de beaucoup de sportifs qui revenaient des Antilles ou qui retournaient en Afrique, au pays, sans rien, ruinés à cause de la débauche, les femmes, la vie, tu connais, les grandes villes. Et mes parents étaient très sceptiques au début, mais ils ont fait confiance. Ils ont fait confiance à Dieu, ils m'ont fait confiance et ils ont dit, écoute, tu sais quoi? À la dernière minute, ils m'ont dit, vas-y, comme c'est ton rêve, vas-y. OK? Et comme j'avais cette sensibilité de me dire, on m'avait déjà éduqué aussi, donc paix à son âme, mais Patrice Lecroc, l'ancien directeur technique des Antilles, il nous éduquait toujours à mener de bien les études à côté du handball, parce que il nous disait que on ne gagne pas des millions, et non seulement ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et moi, je ne sais pas. Comme le football. Hein. Voilà, comme le foot. Finalement, tout sport, exactement, c'est comme ça. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'avais entendu à l'époque que la pierre, c'était rentable. Je me suis dit, tu sais quoi, dès que je signe mon premier contrat professionnel, alors je vais acheter un bien immobilier. C'est comme ça, effectivement, que j'achète le premier bien, un peu par intuition, mais bon, sans connaissance. Et mais le premier bien, tu l'achètes après les 2 années passées avec le club où tu étais à 1800. Non, je l'achète après mon centre de formation. Ah, centre de formation. Quand je signe mon premier contrat professionnel à Paris. Super. Ah bah c'est assez tôt, ça, c'est bien pensé. C'est assez tôt, à 21 ans. Ah oui, super. Bien pensé, oui et non. Oui, dans l'idée. Parce qu'à 21 ans, en général, à 21 ans, on n'a pas forcément, on se dit pas forcément, mais je pense que juste ça commence à changer parce que des jeunes joueurs ou des jeunes sportifs commencent à comprendre très tôt qu'il faut investir immédiatement. Mais à cette époque-là, à 21 ans, penser à s'acquérir un bien immobilier, moi je trouve que c'était déjà top, quoi. Et surtout à Paris où on est souvent tenté de vivre la vie parisienne, quoi. Surtout à 21 ans. Il faut se noter qu'à 21 ans, tu es mané à 4 000, 5 000 euros mensuels. Donc tu pouvais te dire que tu pouvais faire la fête, mais t'as pensé plutôt à faire les choses bien, pour le dire. C'est ça. Ben merci. Alors, mais forcément, ça se passe pas super bien. Pour revenir à l'achat du bien immobilier, je pense que tu peux nous en dire un petit peu plus à propos, parce que je pense que tu vas dans un bien qui te fait un petit peu flouer, quoi. Un petit peu beaucoup, ouais. Alors, il faut savoir que pour contextualiser tout ça, comment ça se passe? C'est un conseiller en gestion de patrimoine. Ils savent cibler les niches opportunes. Et donc, les conseillers en gestion de patrimoine, souvent, ils vont démarcher les clubs. Voilà, ils viennent, ils n'hésitent pas à investir au début. Alors, paradoxalement, ils sont souvent recommandés aussi par les syndicats de joueurs. Ah, d'accord. Les syndicats de joueurs n'ont pas forcément la connaissance financière pour discerner si un conseiller en gestion de patrimoine est bien ou pas. Donc ça, les marchés souvent s'attribuent parce que c'est des gens qui sont là, qui ont souvent été anciens sportifs ou qui présentent très bien et puis qui viennent avec des produits agrémentés par l'État. En tout cas, des produits que l'État, des dispositifs fiscaux. Et c'est pas tout ce que l'État fait qui est forcément optimal pour un sportif, surtout au début de sa carrière. Sauf que moi, je n'ai pas ces connaissances-là au début. Donc, comme ce conseiller, beaucoup de joueurs passaient par lui. Donc moi, je me suis dit, j'ai eu un raisonnement, tu sais, par l'argument d'autorité. Comme tous les joueurs du club passent par lui pour investir, moi aussi, je vais passer par lui. Et donc, il se trouve que ça a été une belle erreur parce que j'ai acheté le bien 2 fois plus cher que sa valeur réelle.
Il valait combien le bien? Le bien valait 50 000. Je l'ai revendu 56 000 euros en 2024 ou 2025. Il l'a acheté à quoi en Je 2000? l'ai acheté à 120 000 euros. Alors qu'il valait 50 000. 50. Alors, je te dis clairement, j'ai acheté le bien. Quelques années après, je rentrais en école de commerce, donc j'avais un peu de culture économique, juridique. Je lis le contrat hypothécaire et je me rends compte que bon, les taux, je pouvais faire mieux. Ouais. Alors, je commence à me renseigner, je commence à appeler un petit peu les différents intervenants, le syndic de copropriété, le banquier. Et quand je demande au syndic de copropriété, à un certain moment, je me dis bon, peut-être qu'il serait plus intéressant de le vendre et puis voilà, même si je perds un petit peu, repartir sur quelque chose de beaucoup plus rentable, Ouais. puisque je commençais à comprendre qu'il y avait une façon d'investir dans l'immobilier qui serait beaucoup plus intéressante pour moi. La division de l'eau, la colocation, la location aussi de courte durée, toutes ces choses-là. Ouais. Et quand je commence à me renseigner pour essayer de revendre le bien, j'appelle le syndic de copropriété, ils me disent que comme ils sont aussi agence de transactions et de gestion locative, ils me disent que la plupart des biens dans le format que j'ai acheté se vendent autour de entre 50 et 55 000 euros. Ah ouais. Ouais. Il a été acheté 120 000 euros. 120 000 euros avec, voilà, Ah ouais. ça a été, ouais. Donc ça a été un bien surpayé. En fait, j'ai engraissé, on va dire, toute la chaîne des intermédiaires. Bien, tout. Comme c'est un projet vendu sur plan, en VFA, en vantant l'état futur d'achèvement. Ah, donc c'était un bien neuf. Ouais. Oui. Même en VFA, quoi. C'est-à-dire que c'était pas construit. C'est nous qui financions le promoteur pour qu'il puisse progressivement, en tout cas partiellement, progressivement construire. Construit, tout à fait, d'accord. Donc ouais, ça a été c'est le dispositif Cellier pour pour ceux à qui ça pourrait parler, mais c'était en 2012. Et oui, bon. Heureusement, j'ai envie de dire, voilà, les circonstances étaient en ma faveur parce que à l'année 2012, ils avaient réglementé le cellier disant qu'ils ne pouvaient pas construire n'importe où dans des zones rurales où il n'y avait pas de demande. D'accord. Donc, quand même, le fait d'avoir pu pouvoir le revendre, c'est déjà bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, jusqu'à maintenant, les celliers d'avant 2012, eh bien, en fait, ils n'ont pas réussi à revendre parce qu'en fait, c'est dans des zones paumées, il n'y avait pas d'exigence de construire dans des zones, voilà, à fort potentiel d'urbanisation, etc. Donc là, disons que j'ai pu quand même revendre, mais ça m'a quand même coûté 12 ans de ma vie pour que je le revende. Tu sais, j'achète 120 000 euros, mais le crédit, il doit être remboursé. Ah, justement. Mais oui. Ça te faisait quoi comme mensualité? 650 euros, 658 pour être précis. Ah ouais. Et le loyer était de 358 euros. Donc le loyer parvenait même pas à rembourser la mensualité. Non, même pas. Ah ouais, mais ça c'est oh là là, ça c'est un investissement à l'envers, ça, quoi. Franchement, tu dis ça, je me sens ridicule. Je me sens ridicule. Mais, oui, mais à l'époque, c'était le mois d'avant, naïf, sans connaissance. Ah d'accord, et il fallait que je prenne une ou deux claques dans la vie pour me dire, écoute, réveille-toi, quoi. Commence à bouger. Les choses vont pas venir à toi, tu vois. Et donc, bon, écoute, j'ai appris à la dure manière. J'ai envie de dire, et c'est ce que je dis à chaque fois, j'ai payé une leçon à 80 000 euros. Pour ceux qui ne veulent pas investir dans les formations. Ça, c'est ça, justement. Ah oui, ça c'est... C'est une belle leçon. Ouais, ça c'est une belle leçon, qui coûte cher. Ouais. Et surtout, ça a coûté 12 années, hein. 12 années aussi, le temps. Ça, on se rend pas compte. L'argent, c'est un truc, mais le temps. C'est-à-dire que pendant ces 12 ans-là, je ne pouvais pas réinvestir puisque j'étais en situation j'investissais dans, tu sais, mon école de commerce, c'est 22 000 euros. D'accord. Je faisais le compte récemment pour tous les diplômes que j'ai passés, 60 000 euros d'investissement. Bon, on pourra en discuter, mais diplôme d'expert en conseil patrimonial, les licences d'agent sportif, j'en ai deux, j'en ai deux. Oui, agent FIFA, agent FFF. FFF. Fédération française, football, et agent de handballeur également. Handball aussi, voilà, donc tout ça, c'est des coûts, c'est des coûts de plusieurs milliers d'euros d'investissement dans le savoir, justement, pour éviter... Oui, pour éviter que d'autres sportifs tombent dans les mêmes pièges, dans le même piège que toi, alors. Exactement. Ah ouais, ça peut se comprendre, parce que j'imagine aujourd'hui que quand tu refais un tout petit peu le film de cet achat de ce bien, de l'achat de ce bien, tu te dis sûrement que t'es passé à côté de pas mal de choses, quoi. Ben, je suis passé à côté d'énormément de choses, d'autant plus que à l'époque où j'ai fait cette erreur-là, écoute bien, c'est à Béziers, le bien, à Béziers, voilà, pas loin de Montpellier, etc., dans le 34. Et à l'époque, je pouvais acheter une maison pour le même prix.
Ouais. Là, il faut se rendre compte. J'ai acheté un studio, en fait, neuf, 33 mètres carrés à peu près. Ah oui, en plus. Ouais, c'est dérisoire. Ouais. Et j'en parle comme ça, je me sens ridicule. Ouais. Tellement ça m'énerve, tu vois. À Ouais. chaque fois que j'en parle, ça m'énerve. Ouais. Mais j'aurais pu acheter une maison à l'époque et à Béziers, je me suis renseigné, à l'époque, les rentabilités étaient de 15%. Ok. À ce même prix-là, tu pouvais À ce même prix-là, une maison, une petite maison de 2 étages, tu fais 2 appartements, ouais. tu fais du saisonnier, etc. Et je me suis renseigné, les rentabilités, je pouvais toucher 15%. Mais non seulement ça, quand tu dis que j'ai perdu beaucoup de temps, mais j'ai perdu énormément d'opportunités. Parce que comme je le disais à l'époque, j'aurais pu acheter dans Paris intramuros. Ouais. Paris. Et si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais déjà 5-6 appartements dans Paris, quoi. Et la valorisation qu'il y a eu, il faut savoir que j'ai acheté en 2010. Quand j'ai signé mon contrat professionnel 2010, j'ai acheté en 2010-2011, tu vois. Que dis-je? Non, j'ai signé mon premier contrat en 2010-2011. Ouais. Et j'ai acheté, je crois après la première année, donc dès mon premier contrat professionnel, 2012, j'achète, j'achète mon premier bien. Voilà. Et donc, quand je me rends compte, c'est un constat qui est un diagnostic qui est lamentable parce que, ben voilà, à l'époque, en plus au PSG, j'avais des partenaires financiers, des banquiers, etc. J'aurais pu avoir des appartements dans Paris, quoi. Ouais. Et à cette époque-là, il faut noter que tu as privilégié un bien, comme on dit souvent, on t'a vendu le bien sur le papier, quoi. T'as dit, mais peut-être si t'avais privilégié un bien physique déjà construit, peut-être ça aurait été. C'est le bon sens, Hervé. Voilà. C'est le bon sens, mais quand il est alimenté d'une bonne connaissance. Ouais. mais surtout, j'ai du mal un peu, je me pose un peu la question de savoir, parce qu'à cette époque-là, tu es quand même conseillé par quelqu'un du domaine. Quelqu'un du domaine, quelqu'un du club même. Du club, voilà, qui est censé trouver les bonnes affaires pour les joueurs du club. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, tu ne seras jamais mieux servi que par toi-même. Tu peux écouter les conseillers, mais il faut avoir les notions pour discerner si ce qu'ils disent est bon ou pas. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est que, comme on en discutait tantôt, quand tu commences à investir, il ne faut pas penser aux impôts. Il faut penser à comment je développe de la valeur. Voilà. Okay. L'optimisation, c'est ça, l'optimisation fiscale, les impôts, ça vient après. Sauf que j'avais pas ces notions-là. Tu vois? Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Et malheureusement, je me rends compte que j'avais pas grand-chose. Et c'est ça, aujourd'hui, je me bats pour ça. Tous les sportifs, je me rends compte. Et étrangement, ils ont tous un sentiment de toute puissance comme ça parce que je l'ai vécu aussi. Quand tu es dans ta carrière, tu penses que tu seras le futur Karabatic, le futur Drogba, le futur Eto'o, peu importe. Mais en fait, tu mets tellement d'énergie à croire que tu seras le prochain qui va faire fortune que tu n'as pas envie d'écouter, de te former en fait sur les questions qui sont essentielles autour du football, autour du handball, etc. Et donc c'est un biais parce que c'est un biais qui vient de j'ai beaucoup réfléchi sur la question du conditionnement sociétal. Parce que, bon, voilà, tous les pays qui ont été, on va dire, colonisés par la France, et puis, en fait, ils ont en quelque sorte une portion de l'état d'esprit français qui consiste à se dire qu'on aura une rente, on aura un capital retraite, etc., qui va tomber, tu vois. Je me demandais si c'était local, parce que tous les sportifs qui sont en France et qui sont issus qui sont influencés par la pensée occidentale, réfléchissent comme ça. Ils aiment être assistés, ils se disent que comme c'est un système par répartition, donc les nouveaux vont contribuer pour les anciens, etc. Et quand j'ai regardé le système aux États-Unis, ils n'ont pas la même mentalité. Hein. Dès qu'ils commencent, ils savent tout de suite que la solution ne va venir que de leur intelligence financière. Voilà. Et donc tout de suite, comme ils savent qu'ils doivent capitaliser, ils ont tout de suite la capacité d'être bons dans le sport et de gérer leur image, de développer des business. Stéphane Curry, LeBron James, ils sont tous comme ça. Ils ont tous la mentalité Comme quoi, il faut pas être bon que sur le terrain. Pas que sur le terrain, pas que des muscles. Ouais, pas que des muscles, pas que sur le terrain. Et concernant ton achat immobilier et ce conseiller en patrimoine, est-ce qu'il y a d'autres joueurs de cette époque qui ont été dans cette même situation? Ah oui. Dans l'équipe professionnelle, et même dans la première division à l'époque, beaucoup de personnes passaient par lui. Pour s'acquérir des biens et voilà. C'est ça qui est grave, c'est que le système
cooptent Mm. des gens qui sont pas forcément compétents Ouais. et qui ne proposent pas des biens qui sont adaptés aux sportifs de haut niveau. Les biens de défiscalisation, c'est bien pour des CSP+, des catégories socio-professionnelles qui gagnent beaucoup d'argent sur des longues périodes en CDI, Ouais. ou sur des gens qui payent beaucoup d'impôts et qui ont besoin maintenant de diversifier leur patrimoine, Ouais. tout en optimisant leur masse fiscale. Ouais. Sauf que en début de carrière, c'est pas pertinent. Et ces CGP-là n'ont pas cette approche un peu compréhension du sportif et de Ouais. ses besoins, du fonctionnement interne du sport de haut niveau, pour adapter leur démarche aux besoins du sportif. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Et aujourd'hui, parlant d'intelligence financière, justement, pour faire allusion à ce que tu dis, on se rend compte de plus en plus que des sportifs de très haut niveau qui, pendant des années, ont gagné des sommes pharaoniques et qui, malgré ça, n'arrivent pas à trouver un certain équilibre après ces années de haut niveau. Est-ce que ton cas fait un peu allusion à cela? Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle tu te dis, il fallait peut-être que je pense à mettre sur pied, que ce soit la formation, que ce soit le livre, pour parler premièrement de mon cas, à savoir de ce que tu as vécu comme différentes situations en tant que sportif où tu as perdu énormément d'argent, tu as eu des contrats qui sont passés sous la main et qu'aujourd'hui tu te rends compte que ça aurait dû se passer plus tôt comme ça. C'est énorme ce que tu dis, Hervé, parce que, il faut que les gens se rendent compte. J'ai calculé. J'ai perdu 200 000 euros, à peu près, 191 000 euros pour être précis, en perte nette, c'est-à-dire financière d'argent que j'aurais dû avoir dans ma main. En coût d'opportunité et en temps, quand j'ai évalué les données de marché à l'époque où j'ai raté mon premier investissement, eh bien, en fait, il faut évaluer la perte à plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Parce que les appartements à Paris à l'époque, j'aurais pu les acheter comme ça. 2012, c'est encore... 2010. 2010. En sortie de crise des subprimes de 2008, 2009, tu vois, bon, voilà, les gens n'avaient plus confiance et ils revendaient les choses pour une bouchée de pain. Donc il faut quand même se rendre compte que j'ai raté énormément de choses. Énormément. Alors, dans ces cas-là, oui, en fait, ça crée la rage, en fait. Ça crée la rage. Moi, je me dis, mais mince, quoi, ça m'énerve de voir que tu rates une vie, hein. Oui. Enfin, bon, on s'est compris. On s'est compris. Oui, on s'est compris. Ouais. Il y a des gens qui vont mettre une vie, en fait, pour avoir le patrimoine que j'aurais pu avoir. Exactement. Ouais. Et moi, je l'ai raté tout simplement parce que j'ai pas voulu faire les efforts nécessaires. Donc oui, pour revenir à ta question, c'était quoi encore, excuse-moi? De savoir si c'est au sorti de toutes ces expériences là que toi t'as pensé à écrire ce livre, derrière à penser qu'aujourd'hui il y a des footballeurs qui sont dans ce Je voulais recontextualiser la perte, le coût de l'opportunité, et généraliser parce que regardez, simplement vérifier un petit peu les statistiques et regardez même les grands sportifs qui réussissent, qui gagnent des dizaines de millions d'euros. En fait, c'est une chose d'être bon dans le sport. Et c'est autre chose que d'entreprendre ou d'avoir une reconversion, d'être bon dans la vie professionnelle séculière. Et donc, on peut être bon dans le sport. Beaucoup de personnes parlent de compétences transversales. Les managers aiment bien dire pourquoi c'est bien d'avoir un sportif de haut niveau dans l'équipe, corporate, etc. Oui, c'est bien beau, c'est théorique. Mais quand le sportif vient là, être performant je l'ai vécu aussi, j'ai travaillé dans une multinationale en tant que consultant. Mais rentrer dans un open space, y a plus les acclamations, y a plus la lumière, y a plus le truc où tu vas grind, tu vois, où tu sens tes muscles, etc. Donc là, t'es assis toute une journée, les gens ne se rendent pas compte. T'as beau gagner 5 000, j'ai fait des beaux salaires là-bas, 5 000, 6 000 euros parfois, avec des primes, mais en fait, il faut se rendre compte que c'est un changement de vie. C'est une chose que d'être bon dans le sport de haut niveau, de gagner beaucoup d'argent. Et c'est autre chose que d'être un bon gestionnaire, que de bien gérer sa vie professionnelle, etc. On le voit, enfin, je veux pas nommer certains, mais un grand basketteur, icône française, tu vois que la transition, elle est plus ou moins difficile. Et pourtant, il a gagné beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que je dis, on peut gagner beaucoup d'argent avec son image,
Maintenant, il faut savoir aussi comment transitionner et puis faire fructifier cet argent-là. Et c'est deux choses différentes. Tout à fait. Et donc oui, je me suis rendu compte que tous les sportifs, qu'ils aient gagné beaucoup ou moyennement ou pas assez, Ouais. l'éducation financière est primordiale et on en a tous besoin. Tous. Tous. Peut-être même pas que les sportifs, hein. Pas que les sportifs, même les parents des sportifs. Voilà, justement. La cellule familiale. Ouais, c'est ça. Parce que c'est de plus en plus comme ça. De plus en plus comme ça, justement, comme tu le sais, et pour la petite particularité concernant les sportifs africains ou les footballeurs Particulièrement. africains, particulièrement, c'est le pourcentage est de plus en plus grand là-bas parce que on est beaucoup trop influencé parfois par l'entourage, on est influencé parfois par des choses qui sont externes qui déconcentrent un tout petit peu, et le résultat c'est que on a entre 70 et 80% des footballeurs de très haut niveau qui finissent ruinés 5 ans après leur carrière. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler avec toi parce qu'également tu as été sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, fort de ces années d'expérience, de ces pertes, parce que tu l'as bien dit, 200 000 euros, 191 000 euros en pertes sèches, au jour d'aujourd'hui, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, ça fait beaucoup. Ben, il faut effectivement le regarder au regard de l'inflation, où c'est peut-être x2 aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc oui, à l'époque, c'est énorme. Il faut aussi se rendre compte que, ben voilà, quand c'est une perte comme ça, c'est toute une famille en fait. C'est l'histoire d'une famille qui est impactée. Parce que ça aurait pu effectivement sauver la mère, les frères et sœurs, tout à fait. Les futurs enfants qui descendent de nous, etc. Exactement, ouais. Et bon. Malheureusement, ben voilà quoi, c'est une chance ratée de changer l'histoire de sa famille, tu vois. Ouais, ça, et comme, alors, la stat aussi, souvent, j'ai vu certaines stats, 60% des sportifs finissent ruinés dans les 5 ans après leur carrière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour ceux qui ont gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ouais. 1 sur 2. 1 sur 2, ouais. Mais pour tout le reste là. Ouais, ça c'est vrai. Eh bien, en fait, ils galèrent. Ouais. Ça c'est vrai. La stat est beaucoup plus grande. Voilà, justement, parce qu'il faut surtout rappeler aux gens que c'est pas tous les footballeurs qui engrangent des millions d'euros. Parce que quand on parle de footballeur, on pense, mais en même temps, Rudy, je dirais également que peu importe ce que gagne un footballeur, ou peu importe que ce soit 5 ou 10 000 euros, il faut pouvoir en faire un bon usage. Moi, personnellement, j'ai été footballeur professionnel pendant 13 ou 14 ans, et le plus gros salaire que moi j'ai engrangé, c'était du 28 000 $ par mois, hein, net. Ouais. Donc, c'est-à-dire, le top des salaires que moi j'ai eu, ben, c'est vrai, il y a 13, 14 ans en arrière. Ouais. Mais c'était à cette époque-là, pour moi, c'était le summum. Donc il fallait absolument en faire bon usage. Donc si j'avais fait le con, j'aurais fait le con. Mais là, je savais qu'il fallait que chaque centime, il fallait en le sortant, il fallait réfléchir à 2 fois avant de le faire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les salaires ils sont à 28 000 $ aujourd'hui, ça vaut une prime de match chez des joueurs. Oui, ouais, c'est ça. Mais ça reste correct. Mais ça reste correct. Il faut surtout rappeler aux gens qu'il y a des sportifs, des footballeurs aujourd'hui qui continuent à gagner 10 000 euros par mois, qui jouent en Ligue 2 en France, qui jouent en Ligue 1, qui jouent je sais pas où, et que malgré cela, ils doivent préparer quand même leur reconversion avec ce qu'ils gagnent. C'est pas tout le monde qui va jouer en Espagne au Real de Madrid. Non! Ça, c'est à comprendre. Donc, même dans ces conditions, même dans ce niveau-là, il faut avoir une éducation financière. Mais oui. Parce que l'éducation financière, c'est pas que pour des joueurs qui vont gagner 200 ou 300 000 euros par mois. Ah là là, Hervé, tu dis un truc. Voilà. C'est terrible. Alors, l'éducation financière, c'est important. Et regarde. 99% des sportifs ne font pas ce que je vais te dire là. Les contrats qu'on a en tant que sportif, c'est des contrats précaires. OK? 2 ans. Enfin, aujourd'hui, c'est plus à 1+1 parce que, sauf pour les plus grandes stars où ils essaient de verrouiller longtemps. Mais il y a peu de contrats maintenant qui vont au-delà de 3 ans. 3 ans maximum. 1+2, 2+1, voilà. Tous les 3 ans, et c'est généralisé en Europe, c'est comme ça, c'est la loi. Tous les 3 ans, tu as la possibilité de faire des plus-values exceptionnelles si tu achètes une maison. Pourquoi les footballeurs ne le font pas? Ils préfèrent arriver, se dire, bon, voilà, ma maison est payée, c'est loué, etc. Mais si tu te renseignes un peu en amont, dans la ville dans laquelle tu seras, dans la zone qui prend beaucoup de valeur patrimoniale, donc on appelle souvent les zones d'or, les carrés d'or, triangles d'or, etc. Tu vas. Tu dis à ton conseiller, je ne sais pas à qui ça peut être. Moi, enfin, tu parlais des diplômes que j'ai. J'ai aussi investi dans l'immobilier. Après, de manière rentable, j'ai levé pour à peu près 1 million d'euros sur la Côte d'Azur et ça nous a rapporté, grâce à Dieu, tu vois, avec la connaissance aussi. La connaissance, oui. Donc, peu importe qui, voilà, on peut les accompagner s'ils le veulent, à mettre ces stratégies-là en place, puisque
j'ai la carte d'agent immobilier, j'ai le diplôme d'expert immobilier aussi. Donc, on peut évaluer les zones dans les villes qui prennent de la valeur, des zones patrimoniales, on dit, où souvent c'est les ingénieurs, les gens les CSP+ qui vont venir acheter là, et eux, ce qu'ils veulent, c'est acheter une belle maison. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tous les 3 ans, tu peux acheter une maison, voilà, dans une zone où ça prend. Au bout de 2-3 ans, soit tu la revends, tu fais 50 000, 100 000 euros de plus-value, net d'impôts, puisque c'est ta résidence principale. Et l'administration fiscale ne va jamais te taxer, elle ne va jamais faire de rappel, etc. Elle ne va pas venir te contrôler, ou même si elle te contrôle, en fait, les plus-values que tu fais sont légitimes, puisque tu bouges pour raison professionnelle. Ça veut dire que tous les 3 ans, ils ont la possibilité de se faire une prime comme ça à la sortie de leur contrat, entre 50, 100, 150 000 euros parfois, si c'est des belles villas, puisque souvent ils ont les moyens de s'acheter des belles villas. Oui, à cette époque-là, quand ils sont surtout au top de leur forme, en général, ils engrangent des salaires assez conséquents, quoi. Ça, c'est un truc auquel, ils ne pensent pas dans leur stratégie, on va dire, professionnelle. Ils arrivent dans un club, ils pensent à jouer au football, ils se disent pas, bénéficions de la loi, en fait, qui exonère c'est ça le terme juridique, de l'exonération de la plus-value sur la résidence principale. Et chaque changement de contrat, partout où je vais dans des villes, tu sais, les clubs, ils ne se mettent pas dans des villes paumées, en Ligue 1 ou Ligue 2, Série A, Série B, peu importe. Donc, c'est toujours dans des endroits où les gens, ils aiment bien. En plus, je connais un peu l'immobilier. Quand on dit que cette maison-là, ça a appartenu à un footballeur du club de la ville, bon, voilà, quoi. Il y a un aspect émotionnel qui fait que les gens peuvent acheter, tu vois. Ça, c'est vrai. Donc, les gars, gratifiez ça. Prenez 50 000 euros, 100 000 euros en partant. Mais est-ce que toi, tu fais, puisque je sais que tu accompagnes également des sportifs, des joueurs en particulier, dans pour bâtir leur patrimoine immobilier. Est-ce que t'es immobilier du premier coup avec les joueurs en leur faisant croire que non, il faut investir dans l'immobilier? L'immobilier, c'est le meilleur investissement? Non. D'accord. Non. J'analyse le contexte macroéconomique, le climat social, super important, l'environnement aussi juridique, constitutionnel. Il faut voir comment, sur quoi le pays se base, en fait, d'un point de vue juridique, et à quelle loi il soumet l'ensemble de ses habitants. Tu vois. Donc, il y a vraiment une analyse, d'abord, on va dire, méta, macro, et ensuite, j'analyse le profil du sportif pour voir s'il a l'appétence, s'il est bâti, s'il est câblé pour supporter les charges inhérentes à un investissement immobilier. Et ça, souvent, les gens n'en parlent pas. Quand tu investis, en fait, tu crées un bébé. C'est un bébé. Il faut suivre son administratif. Il faut regarder s'il a assez de carburant pour, tu vois, si jamais il y a un frigo, un truc qui pète. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter mentalement d'être contactés juste pour changer un frigo, quoi. Ils vont se dire merde, tu vois, ça me saoule. Moi, j'ai mes entraînements, j'ai pas envie d'y penser. Au début, j'ai fait l'erreur dans ma première entreprise, j'ai fait l'erreur de conseiller ça à tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui est fait pour l'immobilier. Donc parfois certains, c'est placement financier, portefeuille de valeurs mobilières sur des indices financiers, tu vois, des trucs un peu stables avec un super historique. Et comme ça, ils ont un investissement qui est hyper passif, pas trop de charge mentale. Et comme ça, ils peuvent effectivement épargner, capitaliser, on va dire, sans un coût mental trop important. Alors, Rudy, tu es d'accord avec moi que c'est bien beau d'accompagner des footballeurs pour les aider à investir au mieux, à capitaliser au mieux leurs revenus. Mais on en voit très souvent des footballeurs également qui se sont fait flouer par leur conseiller. Tu as été une victime. Oui. Mais aujourd'hui, on continue d'en trouver des footballeurs qui aujourd'hui sont dans des procès où parfois je prendrai le cas de Ludovic Giuly qui a mentionné cela. Je prendrai le cas de l'ancien joueur de Saint-Étienne. Molo. Comment? Molo, c'est pas Yohan Molo. Yann Molo, exactement. Yann Molo également, tu vois. Là, on est dans des années récentes, là, qui sont quand même fait flouer parce que il faisait entièrement confiance. Et toi, quels sont les arguments que t'amènes? Qu'est-ce que t'apportes en plus chez un joueur? Allez, qu'est-ce que tu le ramènes de façon à ce qu'il se sente le plus rassuré? C'est bon à savoir également. Financial literacy. Éducation financière. Ouais. Pourquoi? Parce que, je vais te dire un truc. Alors ça, éducation financière, mais aussi l'intuition. Ouais. Yohan Molo, j'ai regardé son cas, honnêtement. Ça aurait été compliqué il aurait fallu être très très bon pour discerner l'arnaque. Parce qu'on l'a amené dans des locaux avec en fait tout était fait, tout a été déguisé
pour lui faire croire qu'il était vraiment dans une banque privée, quoi. Et donc n'importe qui, tu sais, il y en a qui se sont des très très hauts financiers qui se sont fait avoir, hein, sans citer le cas Bernard Madoff, qui a arnaqué des très très grands, des gens très cultivés, quoi. Donc même avec l'intelligence financière, on n'est jamais garanti de ne pas faire une erreur. Mais bon, l'erreur, ça fait partie du process. Donc dans ces cas-là, il y a aussi une intuition. Il y a des gens qui ressentent que l'environnement ne va pas. Souvent, on n'écoute pas assez, en fait. On hésite parfois un peu. Il y a de l'hésitation. Bon, on va toujours hésiter à l'approche d'un projet, mais on n'écoute pas assez son esprit. Et tu vois, l'aspect intuitif là. Bon, ça, malheureusement, c'est la société moderne qui nous fait croire qu'on est que rationnel, alors que on a aussi cette dimension spirituelle. Alors, ça, c'est un cas. Maintenant, pour revenir à l'aspect rationnel. L'éducation financière, c'est super important parce que moi je peux voir quelque chose qui est bon pour toi et ça m'est arrivé avec certains sportifs. Je leur ai donné des conditions de crédit exceptionnelles, un montage juridique, un montage financier exceptionnel. Il y a eu quoi? Des dégâts des eaux. Ensuite, une fois que le bien était lancé, un dégât des eaux, pas de mon fait. Ça arrive dans tous les immeubles. L'immobilier, c'est ça. Dégâts des eaux, c'est courant. Sauf que tout le monde n'a pas la perception, la connaissance pour se dire ah bon ben ça fait partie, c'est une charge inhérente à un bien immobilier, un dégât des eaux, il faut que je puisse le mettre dans une case imprévue. Non. Donc c'est pour ça que je dis quelqu'un qui n'est pas éduqué va percevoir que tu l'as arnaqué. Oui, il va se dire bah c'était un bien, voilà. Alors que toi, tu as négocié de super conditions pour lui. Il ne s'en rend pas compte. Il n'a pas le discernement pour savoir que c'était quand même une belle opération, tu vois. Des conditions financières, on a fait des montages, zéro apport. Bon, alors on avait des super partenaires financiers aussi, où on leur proposait de nantir, donc de bloquer une partie du capital sur un placement financier, au lieu d'apporter un apport. Et une fois que, on va dire, qu'ils avaient par le rendement des loyers remboursé le montant de leur du capital qui avait été nanti, alors ils pouvaient le récupérer, le débloquer, tu vois. Et donc, en gros, ça faisait que les sportifs, ils venaient avec zéro apport, avec des taux à moins de 2%. Aujourd'hui, impossible de trouver des conditions de financement comme ça, si tu n'as pas un gros collatéral en cash. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as apporté des belles solutions pour les mecs, et à la fin, ils peuvent te cracher dessus. Il faut se rendre compte que c'est pas évident. C'est pour ça que je dis c'est super important avant de pousser quelqu'un à sortir son argent, son énergie vitale, je préfère l'enseigner. Il faut qu'il soit éduqué à comprendre ce qu'on va faire. Ah oui, je veux qu'il comprenne les cartes qu'on va lui proposer et que dans le panel des solutions, il se dise je suis plus aligné avec ça maintenant. Tu vois? C'est pas tout le monde qui est bâti pour supporter la copropriété. Il vaut mieux qu'il soit en monopropriété et qu'il soit pleinement souverain. Parce que la copropriété, il faut savoir qu'est-ce que le syndic, le syndicat des le conseil syndical aussi, ça manœuvre, c'est un peu politique. Parfois, ils peuvent dire ah non, on n'aime pas, il fait de la colocation, on va l'assigner, tu vois, à arrêter son exploitation. Et il faut être bâti maintenant pour supporter. Il y aura des affrontements, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Ils sont bâtis pour battre, pour supporter toute la pression sur le terrain. Mais il n'arrive pas à supporter une pression sociale quand il faut défendre son investissement, tu vois. C'est ça. Donc voilà. J'ai une autre question, Rudy. Je sais que tu accompagnes pas mal de footballeurs africains. Je sais également que tu as collaboré également avec Jérémy Boga, international ivoirien, champion d'Afrique 2023 avec la Côte d'Ivoire. Jérémy qui Juventus, big up Jérémy. Qui est venu aujourd'hui à la Juventus de Turin. Et comment il s'est comporté quand tu l'as approché concernant cette phase importante, à savoir l'éducation financière et autres, de façon générale les footballeurs africains, parce que quand je parle d'africains, parce qu'il y a une autre perception, parce que parfois il y en a qui pensent que il veut venir gérer mon argent. Non, pas du tout. Alors c'est quoi, on ne court pas après l'argent des gens, parce que moi, ce que je propose aux gens, je l'ai vécu moi-même, tu vois. Bon, après c'est ça passe, mais on s'en fiche parce que je paye mes impôts en France, tu vois. Quand tu vends un appartement, chose qui m'est arrivée, on a pu encaisser des plus-values à 6 chiffres, tu vois. Et avant impôt. Donc ce qui se passe, c'est que tu peux encaisser des plus-values à 90, 95 000 euros comme ça, parce que tu as fait un bel investissement. Donc
moi, je n'ai pas besoin, si tu veux, de courir après les sportifs pour vivre. Maintenant, ce qu'il y a de super intéressant, c'est que tout le monde m'avait dit, oui, non, tu sais, les footballeurs, ils sont un peu, comment dire, ils sont pas intéressés par l'éducation, ils n'aiment pas qu'on les approche, ils sont sceptiques, etc. Et il se trouve que j'avais un contact qui connaissait Jérémy et j'avais déjà aidé ce contact-là à en fait je lui avais rendu un service en comment dire, en lui donnant des conseils pour les travaux d'aménagement de son local. D'accord. Voilà. Et c'était un local commercial. Et cette personne, quand elle a vu le conseil, le réseau qu'on avait sur la Côte d'Azur, la façon dont on a été effectivement réactif, on a pu l'aider, on lui a pu donner des conseils pertinents parce qu'il y avait un peu d'humidité, etc. C'était un peu délicat. Eh bien, ils n'ont pas hésité quand ils ont vu que j'ai sorti le premier livre et les formations justement avec c'est celle pour laquelle on a collaboré pour justement éduquer les sportifs. Ils m'ont dit mais il faut absolument que tu rencontres Jérémy et on va te donner la force quoi parce que vraiment c'est une initiative qui vaut le coup d'être propulsée. Jusqu'à maintenant personne n'avait jamais pensé à écrire un livre d'éducation financière pour les sportifs. Les sportifs, ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jérémy quand il a vu ça il m'a dit écoute franchement je te donne la force voilà je t'aide quoi parce que moi je ne vais peut-être pas le faire. Je pense à me reconvertir dans le domaine du consulting. Mais en fait, ça, cette pas innovation, mais cette entreprise-là de vouloir éduquer, de vouloir permettre aux sportifs de reprendre la puissance sur leur carrière et puis leurs finances, eh bien, en fait, c'est une initiative que personne a fait, quoi. Donc, du coup, il était super content. Mais ça se voit de toute façon. Il y a les vidéos. Ouais, justement, j'en ai c'est énorme, quoi. Donc Jérémy, merci à toi. Merci à toi. Et pour revenir à cela, comme je dis tantôt, nous, en tout cas, les jeunes des footballeurs africains, les footballeurs en général, aujourd'hui, je pense qu'ils en ont plus que besoin d'être éduqués financièrement et surtout de faire très très attention. Je sais de quoi je parle parce que une fin de carrière, quand on n'est plus en mesure d'avoir un certain standing de vie, c'est pas du tout joli à voir. Hein. Regarde, j'ai pas mon téléphone. Les gens pensent qu'ils font fortune quand ils gagnent 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros par mois. C'est faux. Si tu veux être rentier et maintenir un style de vie, c'est-à-dire gagner 50 000, 100 000 euros par mois, on pourra peut-être faire le calcul, mais combien d'argent il faut mettre sur un placement financier pour avoir, parce que on va dire que un placement rentable, mais un peu bon père de famille, entre 5 et 6%, quoi. Donc, quel montant il faut mettre pour que ces 5% annuels-là te permettent de vivre confortablement, c'est-à-dire au minimum 10 000, 15 000 euros par mois. Mince, j'ai pas mon téléphone, mais... Je sais, il faut souvent mettre... Il faut plusieurs millions d'euros, mais alors, ça, c'est clair. Plusieurs millions d'euros que tu peux mettre sur un produit. C'est pas tout ton patrimoine que tu dois mettre dessus. Donc, tu dois mettre plusieurs millions d'euros, parfois 10 millions d'euros, des trucs comme ça. Qui est-ce qui fait 10 millions d'euros? C'est pas beaucoup, hein? Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup de sportifs qui font 10 millions d'euros, hein. C'est les 0,0001%. Ouais, ça, ça, c'est clair. Et justement, ça, c'est pour ceux-là qui font ces salaires, ces gros salaires-là. Et pour ces footballeurs-là qui font entre 5 et 20 et 30 000 euros par mois, ils devraient adopter la même logique dans ce qui concerne l'éducation financière? Pas la même logique, parce que ils n'ont pas le même standpoint. Tu vois, ou même le start, le même point de départ. Voilà. Chaque stratégie est individualisée en fonction des atouts du joueur, mais aussi de ses appétences psychologiques. Tu vois, comme je disais, c'est pas tout en fait qu'il faut. Même dans l'immobilier, il y a tellement de stratégies. Tu vois, tellement de stratégies. Il faut voir à laquelle correspond. Regarde, peut-être que il voudra pas investir en Europe, au pays. Oui, ça c'est vrai. Oui, tu vois. Oui, beaucoup de footballeurs investissent dans leur pays d'origine parce qu'ils veulent créer de la. Ils ont raison. Hein, pour moi, ils ont raison. Ils veulent également créer des emplois. Voilà. Je te prends un exemple simple, Rudy. Allons-y sur un footballeur qui gagne 30 000 euros net par mois. Il a 3 ans de contrat. Donc, on parle sur le fait que l'année, il est à 360 000 euros net d'impôt. Okay. Il a 3 ans de contrat. Donc, ça veut dire que sur les 3 ans, il va tourner à peu près un peu plus d'1 million d'euros. Alors, pour ces 3 années, qu'est-ce que tu penses que le joueur est en mesure de réaliser si il fait une
une belle épargne sur ces 3 ans? Alors, moi déjà, je veux dire, il faut pas courir après un endettement trop élevé. OK. Pas au départ. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, tu peux t'endetter beaucoup tant que tu as un collatéral en cash qui te permet d'être tranquille psychologiquement. Rudy, je te coupe pas. Oui. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de footballeurs, moi y compris, ou ceux qui sont encore en activité, qui veulent pas entendre parler de crédit. Ouais. Ils veulent investir en fonds propres. Encore une fois, ça dépend de l'appétence psychologique de la personne. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un crédit crée une case mentale. Ouais. Moi, aujourd'hui, alors que j'ai levé des fonds, Ouais. mais j'ai adopté une autre philosophie récemment, on pourra en discuter, mais quand tu as un bien, parce qu'en fait, un crédit, c'est pas de la création de valeur. C'est un bouton qui a été appuyé, et c'est, en fait, si tu veux, c'est fictif, en fait. Ouais. C'est pas de l'argent. D'ailleurs, c'est même l'argent des autres. Tout à fait, c'est ça, c'est l'argent Donc, des c'est autres. l'énergie des autres. Ouais. Comment créer un momentum économique avec l'énergie qui ne t'appartient pas? Donc, c'est une discussion philosophique, économique, mais on se comprend. Alors que même si tu commences petit et que tu en as un, parce que là, tu n'as pas commencé à t'endetter. Ouais. Si tu commences à t'endetter, pam, tu pars tout de suite dans le moins. C'est pas de la création de valeur, un crédit. Par contre, si effectivement tu as les fonds, tu as assez de fonds pour commencer, je sais, au pays, tu peux construire des maisons pour 50 000 euros. Justement, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que 2 mois? Alors, t'as fait 2 mois. Ouais. T'as 60 000 euros net. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Moi-même, j'aurais dit, vas-y, j'ai construit même 2. Parce qu'avec 30 000 euros, souvent loyer payé, comme j'ai dit, pense déjà à voilà, la stratégie que je t'ai donnée, plus haut, c'est-à-dire la plus-value. Déjà, tout de suite, je me dis, j'achète une maison et on fait une étude qui va se valoriser. Plus-value, entre 50, 100 000 euros, ok? C'est une RP et c'est souvent dans du standing, ok? Donc, déjà, tu as ça dans un coin de ta tête. Ensuite, 2, avec les revenus récurrents. À 30 000 euros par mois, tu veux investir au pays, achète des maisons, achète des rangées de maisons. Ça, c'est déjà bien, tu vois. Tu l'exploites en saisonnier et ça te fait du revenu cash, sans crédit. Là, tu es dans la création de valeur. Tu n'es pas dans l'endettement. L'endettement, voilà, justement. OK? Et puis après, comme j'ai dit, maintenant, si c'est en France, ce qu'il y a de bien, c'est que la France est tellement forte d'un point de vue civil, tu vois, avec tous les textes et les codes, que tu peux t'inspirer de tout ce qu'ils ont fait ici et puis toi, développer des belles stratégies au pays. Maintenant, si tu veux investir en France, moi, ce que je dirais à quelqu'un qui gagne 30 000 euros par mois, tu achètes une maison, tu divises en appartements et tu peux faire ce qu'on appelle voilà des mains levées hypothécaires partielles. Donc tu peux revendre, détacher les lots en fait, revendre un appartement et tu gardes l'autre en revendant l'appartement du haut dans la maison. Ben tu peux avoir remboursé par exemple 80% du crédit. Exactement. Donc après tu as des biens qui sont quasiment nets de dette. Net de dette, ça c'est vrai. À 30 000 euros, on peut faire des belles choses. On peut faire des belles choses justement. Ce sera le mot sur lequel on va terminer ce podcast avec Rudy Nivor, parce que je pense que si on ne s'arrête pas, on s'arrêtera pas. Parce on peut pousser. On peut continuer à parler toute la journée tellement il y a des tonnes de sujets intéressants. Mais ce que moi je dirais en tant qu'ancien sportif, c'est que il est impératif que la nouvelle génération puisse se former, que la nouvelle génération puisse savoir ce que c'est. Il faut pas forcément attendre de gagner 100 000 euros par mois pour comprendre qu'il faut rapidement et surtout bien investir. Parce que je suis parti en retraite à 34 ans, 35 ans. Et après, on se rend compte qu'il y a encore 70 ans à vivre. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas bien fait les choses? Donc, c'est justement l'occasion dans ce concept Passion Foot Invest d'avoir des invités comme Rudy qui vont apporter cette plus-value-là, que ce soit aux footballeurs, que ce soit aux personnes en général. On a tous les mêmes problématiques. Voilà, problématiques qui apprendront un peu plus en ce qui se concerne l'éducation financière, parce que quand on est équilibré financièrement, on peut forcément avoir une vie assez décente. Surtout quand on a été footballeur, ce serait l'idéal, quoi. J'aimerais avoir ton mot de la fin pour ce... Déjà, Hervé, merci. Franchement, c'est un grand plaisir. Et puis... Partager, hein. Ah yes, avec plaisir. Franchement, c'est top. Comme tu dis, c'est la première, mais on va pousser. L'éducation financière.
dans un but préventif, mais aussi dans un but qui est dans un but d'éveil. Parce que les générations qui ont marché, nos générations, hein, de nos ancêtres, ils ont marché sur l'or sans savoir que ça avait une valeur. Et donc, comment discerner les opportunités si tu n'as pas chargé, on va dire, ton mindset, le siège des raisonnements. Compliqué. Donc, pour discerner une bonne opportunité, et puis pour comprendre que c'est une bonne opportunité, parce que tu auras des bons conseillers qui vont t'apporter des bonnes affaires. Mais ça se trouve, tu pourras lui en vouloir parce que toi-même, tu n'as pas compris le truc. C'est ça. Tu n'as pas compris, on va dire, la chaîne de valeur de ton investissement. Donc, éducation financière primordiale. Avant même de sortir l'argent, forme-toi. Super important. Ensuite, tu vas comprendre maintenant ce dans quoi tu vas aller. Ça, c'est vrai. Je pense même qu'on devrait obliger les centres de formation à inscrire, normalement, à inclure l'éducation financière dans les cours chez les jeunes. Mais ça pourrait sûrement être d'un gros apport. Mais franchement, la petite image que j'ai, c'est que on a toujours dit aux sportifs sport-études. On a toujours appelé ça le double projet. Tous les sportifs de haut niveau, ils vont savoir de quoi je parle. Sauf que j'ai envie de dire, pourquoi on n'a pas parlé d'éducation financière? C'est la troisième jambe qui permet à une chaise, à minima, de tenir. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et donc, quand tu as le sport et les études, c'est bien, mais dans la vraie vie, gérer tes finances, ça, l'école ne t'apprend pas ça. Non, absolument pas. Le sport ne t'apprend pas ça. Développer tes finances, faire fructifier ton argent, on t'apprend pas. Donc ça, c'est la troisième jambe, effectivement, qu'il manque. Bah écoute, on vient l'apporter. Et en s'impliquant financièrement, on peut éviter certaines erreurs, parce qu'on sait qu'en général, en finance, les erreurs coûtent comment? Elles coûtent très, très cher. Très, très cher. Elles coûtent très, très cher. Alors, ça a été un plaisir, un réel plaisir de partager ce moment avec toi, Rudy. Comme vous le savez, ici, on parle de football, on parle de sport, on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, parce qu'il y a des très, très belles choses qui arrivent. Et puis, commandez le livre. Le lien sur Amazon. Ouais, le livre est là. On va vous mettre le lien. On va vous mettre tout ce qu'il faut comme info pour l'avoir. Pas que des muscles, parce que faut pas être bon que sur le terrain. Faut être bon en dehors du terrain, parce que après le foot, il y a une autre vie. Même pendant le foot. Même pendant le foot. Voilà, ça c'est vrai aussi. Allez, je vous dis à très bientôt, et puis surtout portez-vous bien. Merci. Ciao, ciao.